Salut, c'est Aurel de Côté au micro pour te délivrer des chouettes instants en compagnie des experts qui gravitent autour de l'éco-construction. Artisanes, artisans, chercheuses, chercheurs, architectes, ingénieurs, bref, du beau monde et surtout des passionnés. Tu rénoves un logement et tu as envie de limiter ton impact sur l'environnement? T'es au bon endroit. Que tu sois déjà expert en la matière ou que tu ne connaisses rien du tout à tout ça, il n'y a aucun souci. Tu trouveras ta place sur ce podcast. Aujourd'hui, dans Côté, on parle terre crue. Dans le monde, près de 2 milliards de personnes vivent à ce jour dans des logements en terre crue. En France, on compte environ 1 million de logements en terre crue, âgés pour la plupart d'au moins un siècle. Et de la Bauge en région rennaise au Pisé de la vallée du Rhône en passant par les adobes toulousaines, le patrimoine français bâti en terre crue ne manque pas de richesse. La terre crue est un matériau conventionnel dans la construction jusqu'au début de l'ère industrielle et du développement du ciment. Depuis, la terre crue a été reléguée au statut de déchet, et elle est aujourd'hui souvent perçue comme un matériau pauvre, sale ou peu résistant. Pourtant, derrière son rôle de régulateur naturel d'humidité, de température, de qualité de l'air intérieur, la terre est aussi et surtout un matériau naturel, réversible et bas carbone. Alors qu'est-ce qu'on attend pour remettre de la terre crue dans nos logements? Pour y voir plus clair, on va à la rencontre des professionnels de la terre crue. Mathieu Audrin est chercheur au laboratoire du SIAM à Anglet. Il nous parle de la rencontre de la terre crue avec la pluie et nous explique comment rendre la terre plus résistante à l'eau. Il nous parle aussi d'un produit qu'il développe dans son laboratoire qui vise à proposer une alternative aux placo avec des plaques faites de terre crue et de laine de mouton. Je te souhaite une excellente écoute et je te retrouve après l'interview. Salut Mathieu, comment vas-tu? Bonjour Aurélien, ça va très bien. Merci de ton accueil au labo du SIAM. Donc on est à Anglet aujourd'hui pour parler de toi, de ton parcours et de tes travaux par rapport à la terre crue. Avant de nous parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, etc. Oui, je peux effectivement. Donc merci de m'avoir invité déjà. C'est un plaisir de t'accueillir. Moi, à la base, je viens de Bretagne, donc de Centre-Bretagne, où il n'y avait pas trop de maisons en terre, c'était plutôt des maisons en pierre là-bas. Ensuite, j'ai fait mes études. Au lycée, j'ai fait un bac technologique en architecture, donc assez étonnant de voir quelqu'un de partir d'un bac technologique pour aller jusqu'au doctorat. On n'est pas beaucoup. Donc ensuite, j'ai poursuivi à l'université directement. Parce qu'en fait, dans la ville où j'étais, à Lorient, il y a toujours un cursus génie civil. Donc que j'ai suivi, où ce cursus génie civil, c'était plus de la maîtrise de projet pour faire de la conduite de travaux, ingénieur, structure, tout ça. Donc c'est beaucoup les matériaux plutôt carbonés comme le béton ou l'acier. Et c'est par la suite en fait que je suis allé dans les matériaux terre. Ok, donc comment tu arrives justement, c'est toi qui, après avoir vécu tous ces matériaux, béton, acier, etc., te décides de t'orienter vers la terre crue ou c'est une rencontre? Est-ce que c'est un chantier? Comment ça se passe exactement? Je pense qu'il y a un peu des deux. Tout d'abord, je pense il y a une histoire de chance où dans mon master, il fallait que je fasse un stage de recherche. Ce stage de recherche, je l'ai mené à l'INSA de Rennes sur un sujet de construction terre. Et donc c'est ça qui m'a amené à la construction terre. Et à côté, j'avais quand même envie de faire des trucs écologiques, un peu mieux pour l'environnement que seulement du béton, de l'acier, tout ça. Et c'est ça qui m'a fait dire, bon, on va continuer dans la terre, on verra ce que ça donne. Et puis aujourd'hui, je suis encore là, toujours dans la terre, et on verra toujours ce que ça donnera dans le futur. Encore là, et donc encore à Anglet, donc au SIAM, c'est le laboratoire des sciences pour l'ingénieur appliquées à la mécanique et au génie électrique. Donc c'est une unité de recherche en fait de l'université de Pau et des Pays de la Dour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le labo, ce que vous faites, l'orientation qui est donnée à vos recherches, comment vous vous êtes organisé? Est-ce que vous faites que de la terre crue? Eh bien oui, dans notre labo, en fait, on va avoir différents axes. On va avoir 5 équipes. Donc on travaille sur un peu tout. Dans le nom, il y a électrique, c'est pas pour rien, parce qu'il y a beaucoup d'études sur l'électricité avec voilà, le haut voltage, mais aussi des beaucoup plus petits voltages pour tout ce qui est médical. Donc on a beaucoup de thématiques, et une de ces thématiques, c'est notre équipe, l'équipe GS, Géostructure, qui va travailler sur la construction avec la modélisation numérique, donc tout ce qui est jumeaux numériques pour faciliter la gestion du parc immobilier, la maintenance, savoir combien il y a d'habitations de tel type et tout ça. Et il y a toute une partie construction environnementale, construction écologique, avec beaucoup donc les matériaux géosourcés à base de terre, où en fait on a un tissu local assez fort au Pays Basque de maçons terre. On a notamment un centre de formation qui existe, le PERF, qui fait des formations terre. Donc ça, il n'y en a pas partout à proximité.
Donc ça, c'est pour le côté terre. Il y a aussi tout un côté matériaux biosourcés, donc, qui sont aussi des matériaux avec de très bonnes performances environnementales, parce qu'elles sont renouvelables et qu'elles absorbent une grande quantité de carbone. Et donc là-dessus, en fait, on va regarder l'utilisation beaucoup de la paille, du chanvre, du bois aussi, du tournesol, etc. Et en fait, on va essayer de prendre tous les déchets de l'agriculture, parce que c'est pas cher, et en faire des produits de construction, parce qu'on aime bien que nos produits de construction ne soient pas chers. Nos maisons sont déjà bien assez chères comme ça. Merci pour ta présentation. On va passer du coup au premier sujet, la terre et la pluie, une histoire de stabilisation. La terre peut souffrir de l'image d'un matériau assez friable, qui s'use vite, qui tient ni à la pluie ni au gel. Un bâtiment en terre, c'est pas aussi costaud que du béton, ou un clou de pluie, c'est fini. Ce genre de remarques, tu as dû les entendre beaucoup En effet. dans tes recherches. En effet, beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, ce que tu en penses de tout ça, en introduction, disons, de tout ce qu'on va aborder sur la stabilisation et de tes travaux sur la Terre? Eh bien oui, la terre, c'est incontestable, c'est un matériau qui est sensible à l'eau, qui est en tout cas plus sensible à l'eau que beaucoup de matériaux qu'on utilise actuellement, surtout qu'on le compare énormément au béton. Après, les autres matériaux de construction sont aussi sensibles à l'eau. Quand on regarde l'acier, s'il n'est pas inoxydé ou s'il y a quelques petits problèmes dans l'inox qui est appliqué dessus, en fait, il va être sensible à l'eau tout autant, ça va apporter des problèmes assez similaires de corrosion. Le bois, c'est pareil, le bois, s'il n'est pas traité, il va y avoir des problèmes à long terme, de durabilité. Et donc en fait, la terre, oui, c'est sensible à l'eau. Ça fait peur parce qu'en fait, dans notre imaginaire, on se dit que la terre, dès que je mets de l'eau, ça se transforme en boue, sauf qu'en fait, on construit en terre depuis quand même le début des habitations de l'homme. Et donc, on a trouvé des moyens pour faire en sorte que ça tienne. Mais en fait, c'est comme tout, quasiment tous les matériaux de construction sont sensibles à l'eau. Maintenant, c'est savoir comment on gère cette sensibilité à l'eau. Tu vas nous parler de cette relation entre l'eau et la terre. Stabiliser, concrètement, ça veut dire quoi? Stabiliser peut vouloir dire en fait beaucoup de choses. Ça dépend du domaine. Dans le domaine de la géotechnique d'une manière générale, donc la construction des routes, stabiliser, c'est dès qu'on va changer de manière artificielle les caractéristiques d'un sol pour en améliorer les performances. Donc, par exemple, si je compacte de la terre avec un rouleau compresseur là, pour faire les routes, là j'ai stabilisé de la terre. Dans le domaine de la construction, stabiliser, c'est plutôt une stabilisation chimique, où en fait on parle de stabilisation lorsqu'on ajoute un matériau auxiliaire, un matériau qui n'est pas de la terre, à notre terre de base. Et donc, le stabilisant le plus connu, ça va être le ciment, également la chaux, qu'on utilise depuis des milliers d'années. Mais il y en a beaucoup d'autres, notamment des produits biosourcés qui sont employés et qui améliorent les caractéristiques. Donc c'est plutôt ça qu'on va entendre, nous, quand on parle de stabilisation dans notre cas. Donc on pourrait nous dire, en tout cas quand on parle de terre crue, quand on stabilise, on adjuvante, et donc on adjuvante soit avec du ciment, de la chaux, mais donc il y en a aussi plein d'autres, c'est le sujet de tes recherches. Qu'est-ce qu'on recherche à faire quand on stabilise? Est-ce que c'est pour des propriétés mécaniques, thermiques? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Eh bien, souvent, quand même, c'est pour les propriétés mécaniques et de durabilité. Donc quand j'entends durabilité, c'est la sensibilité à l'eau, c'est améliorer la résistance à l'eau du matériau. Généralement, la stabilisation pour améliorer la résistance mécanique, pour que le matériau soit plus dur, ça va plutôt être dans les chantiers de route. Nous, notre terre, en fait, elle est déjà bien assez dure lorsqu'on l'a mise en œuvre. Il n'y a pas besoin qu'elle soit plus résistante. Par contre, on a besoin qu'elle résiste mieux à l'eau pour faire un matériau plus durable dans le temps ou pour rassurer les gens qui vont habiter dans la maison. Alors, avec quoi on peut stabiliser comme matière? Ouais, comme j'avais dit, en fait, on peut utiliser du ciment. Le ciment, c'est le plus classique parce qu'aussi aujourd'hui, il est disponible. La chaux, c'est exactement la même chose. Maintenant, c'est pas la chose le plus efficace. Ça va avoir différentes problématiques, notamment des problématiques environnementales, parce qu'on va apporter un matériau qui, certes, apporte beaucoup de résistance mécanique et beaucoup de résistance à l'eau, mais ça va être beaucoup moins bon pour les caractéristiques environnementales. Donc ça, c'est pour tout ce qui est chaux et ciment et produits carbonés. Et à côté, il y a beaucoup d'autres stabilisants qu'on peut trouver à l'état naturel. Donc moi, je travaille beaucoup sur les huiles végétales, parce qu'en fait, ce sont des produits hydrophobes. Donc ça rejette l'eau. Donc logiquement, quand je la mets dans ma terre va rejeter l'eau.
Il y en a aussi beaucoup, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a qui regardent de l'amidon, qui est aussi un produit disponible en grande quantité. Il y en a d'autres qui vont regarder d'autres choses comme des tanins, donc il y a des choses qu'on peut retrouver dans tout ce qui est le vivant, tout ce qui est les arbres, les plantes, etc. On peut même trouver des fois du sang et plein d'autres produits. On pourra en faire la liste, mais ça durerait au moins 1 heure. Il y a 1001 recettes. Dans le monde, on a toujours utilisé la terre, donc on a toujours eu des recettes en fonction de ce qu'on avait. C'est cela. Tant qu'il y a une ressource, on n'utilise pas. Le sang de vache, on ne l'utilise pas, parce que la vache, on la mange, mais pas le sang. Et bah, bim, on la met dans la terre. Et donc ça améliore, ou ça en tout cas vient donner des caractéristiques différentes à la terre crue. C'est ça. Généralement, c'est toujours pour améliorer la résistance à l'eau et pour faire quelque chose de plus durable et avoir à moins s'en occuper dans le temps, quoi. Parce que la terre, ça reste quand même un matériau pour lequel il faut avoir un peu plus de maintenance qu'un béton. Et justement, du coup, pour revenir sur la chaux dans la terre, le ciment dans la terre, on entend souvent parler, c'est un sujet qui est assez controversé. Est-ce que pour toi, c'est un peu, du coup, c'est une fausse bonne idée? Quel est vraiment ton regard là-dessus et le regard de ce que dit la science aussi, enfin les recherches sur le sujet? Eh bien, du point de vue purement en recherche, ça peut être un peu controversé, parce que quand on va apporter du ciment ou de la chaux, on va tout de même réduire l'impact environnemental comparé à un béton classique. Donc ça fait quand même un matériau de substitution au béton qui reste meilleur. Cependant, si on veut atteindre les objectifs de neutralité carbone qu'on se fixe et vraiment pouvoir vivre dans un monde meilleur demain, ça ne pourra pas tout faire. Ajouter du ciment aujourd'hui, ça peut être un bon matériau de substitution pour essayer de faire une transition vraiment douce vers des matériaux bas carbone. Mais à un moment, si on veut atteindre les objectifs, il va sûrement falloir sauter le pas et utiliser d'autres matériaux, car le ciment, en fait, en plus d'augmenter l'impact environnemental, il va presque annihiler la capacité recyclable du matériau terre. Parce que la terre se recyclable à l'infini. Quand on ajoute du ciment et de la chaux, globalement, si on veut recycler la terre, il faut rajouter encore du ciment et de la chaux, parce que les argiles n'ont plus les performances n'ont plus la capacité de jouer leur rôle de liant. Et sur cet impact justement de la réversibilité, parce que c'est un des avantages de la terre, qu'est-ce qu'il en est avec du coup, toi, c'est les lipides que tu étudies, les huiles végétales. Est-ce que les autres adjuvants naturels que tu étudies, ou ceux que tu connais en tout cas, permettent à la terre d'avoir une réversibilité? Ça, c'est une grande question. Ça, c'est pas encore étudié. En fait, la stabilisation avec des coproduits biosourcés, c'est très peu étudié. Donc, en fait, leur recyclabilité elle est encore moins. Cependant, en fait, on sait que ces stabilisants biosourcés, ils ont une certaine durée de vie. En fait, ils se dégradent au fil du temps. Et du coup, ce qu'on peut anticiper, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ils vont juste finir par s'altérer. Et les argiles pourront continuer à faire leur travail. Mais peut-être qu'il y aura toujours une petite trace d'hydrophobicité dans la terre. Mais en fait, on n'en met pas beaucoup. Donc je pense que ça ne devrait pas poser problème. Ça reste de la matière organique qu'on peut en trouver classiquement. Est-ce que tu as un ordre d'idée Alors j'imagine que ça dépend toujours des recettes, de ce qu'on va en faire aussi, parce que c'est toujours ça la question. Où est-ce qu'on la met, à quel endroit, est-ce que c'est logique aussi ou pas? Mais des ordres de grandeur, même très grossiers, de combien en pourcentage dans un mélange en terre on va mettre d'huile? D'huile, d'une manière générale, en fait, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Déjà, à partir de 1% d'huile végétale, on a un très bon effet. En volume? En masse. Okay. Si on veut faire 200 kg de terre, globalement, on peut mettre 2 litres d'huile, 2 kg d'huile, et ce sera suffisant. Par contre, en fait, plus on va en mettre, plus ce sera efficace. Bon, après, il y a peut-être un extrême. J'ai vu que jusqu'à 15%, mais 15% d'huile, déjà, tu as crevé ton budget quand tu as stabilisé avec 15% d'huile dans la masse. Mais donc dans l'idée, c'est que quand on met dans la masse, 1%, c'est déjà très bien. 2%, c'est mieux, mais est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas. Après, une autre façon de le mettre, c'est pas de le mettre dans la masse, mais de le mettre en surface. Et du coup, là, on peut faire 1 couche, 2 couches, 3 couches. On peut totalement recouvrir de 2 cm d'huile couche après couche. Et là, oui, ce sera hyper résistant. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne pense pas. Ça dépendra du budget de chacun, mais dans tous les cas, c'est performant.
Et de où se trouve aussi la terre, si on parle d'une façade en extérieur, en intérieur ou quoi que ce soit aussi. C'est là, généralement, en fait, ce sera plutôt utilisé pour l'extérieur, parce que en fait, c'est là qu'on va avoir des intempéries. Mais en intérieur, ça peut être sympa aussi pour limiter les phénomènes d'érosion lorsqu'on passe les mains, tout ça. Ça peut être sympa. On anticipe un peu sur les questions que j'avais, mais sur la mise en œuvre, justement, c'est assez intéressant. Moi, c'est une question que je me suis déjà posée, de savoir quand je vais mettre de l'huile dans mon mélange pour justement limiter cette sensibilité à l'eau sur un enduit en terre crue. Est-ce qu'il vaut mieux que je mette l'huile dans le mélange, dans mon malaxeur, dans ma dans ma bétonnière, ou est-ce qu'il vaut mieux que je le mette après, en passant une sorte de badigeon après l'enduit? Moi, personnellement, je préfère sur les enduits en mettre après, parce que en fait, l'enduit, il faut quand même qu'il colle à la surface sur laquelle on la met, la surface de terre sur laquelle on la met, ou la surface de paille. Et le truc, c'est que l'huile, ça a tendance à empêcher d'accrocher. C'est pour ça qu'on en met l'huile de moteur, c'est pour empêcher d'accrocher entre le métal du moteur et l'autre partie en métal du moteur. Donc en fait, c'est assez pertinent d'en mettre plutôt à la surface pour tout ce qui est bloc, si on veut les mettre en œuvre avec un mortier. Si on met l'huile dans le bloc, après on aura plus de mal à étaler notre mortier. C'est pas impossible, mais c'est faisable. Ok, donc il faut Pour quand même c'est pareil. faire attention à ça. Ça peut être un risque de décrochage supplémentaire, quoi. C'est cela. Est-ce que stabiliser, tu t'es intéressé à l'histoire de la stabilisation? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus de ce que tu en sais? Des recettes, on en a depuis longtemps. Et même, on le voit, en fait, quand on prend de la terre de vieux bâtiments, on peut les analyser. Et on voit que de la chaux ou de l'argile calcinée ou des ciments, les premiers ciments sont utilisés depuis très, 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 très longtemps. C'est depuis l'Antiquité. C'était des ressources qu'ils avaient localement. Parce qu'en fait, à cette période-là, on n'allait pas chercher un ciment à 200 km. C'était pas vraiment possible. Donc en fait, ils faisaient ce qu'ils avaient. Les Romains, ils avaient à leur disposition beaucoup de matériaux à prise hydraulique, donc beaucoup de matériaux qui ressemblent à des ciments ou de la chaux. Donc forcément, ils en utilisaient. Dans d'autres pays, ils n'en avaient pas. Du coup, ils faisaient autrement. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver du tanin qu'on retrouve dans les produits, dans l'écorce d'arbres et tout ça. Parce qu'en fait, eux, ils avaient des tanins à disposition. Et tout ça, en fait, ça va dépendre de la ressource locale disponible. Et par rapport à la ressource, justement, il y a quand même une question qui vient quand on parle de ces stabilisations avec des huiles végétales. Toi, tu étudies avec l'huile de lin, mais il me semble aussi, on en parle dans la petite vidéo pitch qu'on a fait, d'huile de soja, d'huile de tournesol, si je ne dis pas de bêtises, d'huile d'olive même. C'est ça. C'est ça. Il faut faire attention, du coup, quels sont les conflits d'usage, comment on se dit, ok, même si on n'en met pas beaucoup dans la terre en construction. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? La ressource est suffisante? Exactement. Est-ce qu'on ne préfère pas flécher ces ressources-là vers l'alimentation humaine et ou animale en fonction, enfin, voilà, comment on gère ce conflit d'usage? Est-ce que c'est quelque chose qui est identifié? Donc pour l'huile, on n'a pas trop peur parce qu'en fait, les huiles, on en réalise une grande quantité, des millions et des millions de litres qui sont réalisés dans beaucoup de pays dans le monde, notamment la France. Et en fait, aujourd'hui, on a remarqué qu'on pouvait utiliser beaucoup de types d'huile pour stabiliser la terre. En fait, on n'est pas obligé de s'arrêter à l'huile de lin. Et ce qui, du coup, ouvre un champ des possibles beaucoup plus énorme en termes de quantité de ressources. Donc, en fait, l'un des avantages de l'huile de lin, c'est que la ressource, en fait, elle est amplement suffisante pour stabiliser les ouvrages en terre qu'on fait aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, le marché de la terre, il n'est pas aussi immense que le marché du béton. Si aujourd'hui, on se met à faire tous les ouvrages qu'on fait en béton en terre, ok, là, on pourra commencer à se poser la question. Mais on ne parlera pas du tout de la même quantité d'ouvrages en terre réalisés. Et en plus, en fait, quand on compare ce stabilisant avec d'autres stabilisants biosourcés, en fait, l'huile, ce n'est pas un produit qui est hyper transformé. Du coup, il coûte vraiment pas cher. Globalement, le litre, il ne va pas coûter très cher. On s'en sert pour mettre sur le bois, quoi. Alors qu'à côté, il y a d'autres produits comme des gommes de xanthane qu'on met. Là, le prix peut monter à 25 € le kilo, quoi. Et 25 € le kilo, si on veut en mettre 200, et ben là, le budget du mur en terre, il va exploser. Donc, les huiles, c'est assez pratique parce que la ressource, elle est grande. Et en plus, en fait, elle n'est pas si chère. Ok.
Est-ce que c'est la raison ou une des raisons pour lesquelles toi, tu as décidé de faire tes recherches sur les huiles par rapport aux autres adjuvants végétaux naturels qui existent? Bah, c'est un peu, pour moi, c'était un des sujets carrément. Il fallait qu'on puisse, en fait, il faut qu'il y ait une utilisation immédiate, enfin très rapide de ce qu'on fait en recherche. Donc tout le travail sur les huiles, ce qui est assez bien, c'est que en fait, on peut utiliser les ressources qu'on a et les mettre directement en œuvre. Alors que lorsqu'on va étudier d'autres types de polymères biosourcés et tout ça, c'est des choses où en fait il va falloir étudier quel niveau de pureté il faut, est-ce que vraiment c'est pertinent environnementalement, est-ce que c'est pertinent économiquement, donc c'est compliqué. Là, l'intérêt, c'est qu'au moins on sait que c'est utilisable dès le début et ça répond vraiment à une contrainte actuelle de améliorer la sensibilité à l'eau, quoi. Donc c'est assez pratique. Sur les dosages, tu nous en as déjà parlé, mais tu parles de ces 15% et en gros, plus on en met, plus ça va. Il n'y a pas de maximum aujourd'hui, vous n'avez pas déterminé un Non. maximum au-delà duquel ce serait... Bah, je pense que c'est pas moi qui ai essayé de mettre 15%, déjà en Écosse. Ok. Déjà, ils ont eu. Moi, j'aurais cru comme ça qu'à 15%, il y en aurait tellement que ça poserait problème. Ça suinte ou ça déborde? Ça suinte, ça déborde, mais en fait, même si on remplace toute l'eau toute l'eau qu'on utilise pour mettre en œuvre la terre par de l'huile, au final, s'il y a trop d'huile, elle va juste sortir et du coup, ça pose pas trop de problème. Là où ça va poser problème, c'est en fait lorsqu'on met de l'huile, ça se trouve, en fait, l'huile, ça agglomère les argiles, c'est un flocculant, et du coup, ça réduit la maniabilité. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'en gros, quand on réduit la maniabilité, on va avoir besoin de plus d'eau pour mettre en œuvre. Si on a besoin de plus d'eau pour mettre en œuvre, on va avoir des densités plus faibles, et qui dit densité plus faible, dit résistance plus faible. Du coup, en fait, il y a pas mal de chances que plus on met d'huile, plus on va réduire la densité et les caractéristiques mécaniques. Cependant, plus on met d'huile, l'huile, ça apporte quand même de la résistance, donc plus c'est résistant. Du coup, il y a un compromis à trouver, en fait, c'est tout le temps ça, dans la construction de terre, c'est un compromis à trouver entre la masse volumique qui nous apporte la résistance, les argiles qui nous apportent de la résistance, et le stabilisant qui nous apporte de la résistance. Et plus on met d'eau, enfin plus on met d'huile, plus il faut mettre d'eau, tu disais. Donc plus aussi. Ou alors plus on met d'huile, plus on met d'huile. Oui, d'accord. Mais en tout cas, si on rajoute plus d'eau aussi, potentiellement, ça veut dire plus de retrait. Plus de derrière. retrait aussi, ouais. Et donc ça, pour les enduits, ça peut être problématique. C'est ça, qui peut apporter de la fissuration et tout ça. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que je vois comme une autre raison de mettre de l'huile, pas dans le mélange, mais Ouais, après coup, carrément. en fait. Carrément. Pour les enduits, ça peut poser énormément de problèmes. Mais heureusement, en fait, là où on va le mettre dans la masse, ce sera plutôt pour des solutions porteuses. Parce qu'en fait, c'est des solutions où on veut que l'entièreté du matériau soit résistant. Parce qu'en fait, si la surface extérieure, elle est résistante, mais qu'au cœur, le matériau est super humide, qui se transforme en boue, du coup, on n'aura presque plus de résistance. Oui, c'est ça, en fait. Il faut éviter aussi de retrouver les écueils qu'on a eu avec le fait de remettre des enduits ciment sur toutes les maisons en pierre, Oui, où en fait, on bloque l'humidité à l'intérieur du mur. c'est ça. L'avantage de l'huile, c'est que si on ne met pas une couche de 2 cm d'huile, normalement, si on fait ça bien, ça ne bloque pas le transfert d'humidité. Ça peut le réduire un peu, oui. Okay. Mais franchement, c'est pas comme l'enduit ciment. C'était ma prochaine question justement sur la différence qu'il faut faire aussi, je pense, mais tu vas nous en dire plus, entre l'hydrophobicité et la perméabilité à la vapeur d'eau. On parle d'un côté de bloquer l'eau liquide et de l'autre côté de l'eau vapeur, mais ça peut paraître un petit peu confus, où on peut se dire, en fait, si on veut bloquer l'eau de pluie, alors notre mur en terre, il va plus respirer, alors que c'est ça aussi qu'on recherche à avoir. Est-ce que c'est vrai? Non, en fait, on peut réussir à bloquer l'eau liquide, mais à laisser passer la vapeur d'eau. C'est notamment le principe des pare-pluies. Les pare-pluies, ça part la pluie et ça laisse passer la vapeur d'eau, en partie. Forcément, dès qu'on met un écran, on va limiter le phénomène, mais on ne l'empêche pas. Et du coup, l'huile, ça fait ça. En fait, ça ne va pas boucher la porosité du matériau, sauf si on met que de l'huile. Mais si on fait ça bien, en fait, ça va juste apporter une couche hydrophobe à la surface de nos pores, là où l'eau... Donc, notre matériau, il est poreux, il a plein de trous. Et en fait, à l'intérieur de ces trous, sur la surface de ces trous, on va mettre de l'huile. Et en fait, cette huile va venir lier les grains entre elles et va faire des liaisons qui sont insensibles à l'eau.
ce qui va permettre d'améliorer la résistance à l'eau. Et en même temps, comme une huile, c'est hydrophobe, ça déteste l'eau. Mais en fait, ça va rejeter l'eau, du coup, ça va limiter la vitesse d'absorption du matériau. Mais en soi, on n'arrivera jamais à faire un matériau qui n'absorbe pas d'eau. Donc on peut continuer à mettre de l'huile de lin, à traiter les enduits en terre avec de l'huile de lin sans se préoccuper trop du fait que ça réduise ses capacités hygrothermiques, enfin de régulation en tout cas hygrothermique. Non, globalement, ça, il n'y a pas trop à avoir peur, surtout qu'il y a pas mal de mesures qui ont été faites. Et je pense que vraiment, pour bloquer toute la vapeur, faut y aller fort, quoi. En fait, c'est une question aussi d'épaisseur, comme tu dis. C'est ça. Si on mettait 2 cm peut-être. Non, en fait, à un moment, la réalité économique, elle rattrape la réalité écologique. C'est en fait, ça demanderait tellement de matériaux de faire les choses mal qu'on les fait pas mal, en fait. Et ben, c'est très bien comme ça. On va finir sur ce sujet par le début, en fait, la genèse du projet et surtout l'état des lieux. Est-ce que c'est un sujet qui a été jusqu'à présent beaucoup étudié? Où sont tes collègues dans le monde et sur quelle recherche bibliographique tu as pu te baser et ensuite dans la foulée, quelles sont les prochaines étapes de ce sujet? Et ben moi, d'où était venue l'idée à la base, c'était parce que pendant ma thèse, il fallait qu'on stabilise des matériaux pour améliorer la résistance à l'eau, pour satisfaire les contraintes du marché actuel. Il n'y avait pas le choix. En fait, là, on avait une contrainte et il fallait la résoudre. Et en fait, on s'était dit, le ciment, c'est peut-être pas bon, ça va peut-être nous casser notre impact carbone si bas. Du coup, on va regarder d'autres produits. On n'a pas forcément eu le temps de le faire. Et là, je suis en postdoc, donc j'en profite pour le faire. Mes collègues qui travaillent là-dessus, on est vraiment très très peu. J'ai vu des Écossais qui travaillent un peu là-dessus, donc ceux qui ont mis jusqu'à 15%. J'ai aussi, aussi cette stabilisation à l'huile de lin. C'était pas mon idée à la base, c'était pendant mes travaux de master de recherche, il y a quelques temps maintenant, qui était avec Simon Guéneuf, donc il a fait sa thèse sur la stabilisation de la terre avec différents produits biosourcés. Il y avait notamment l'huile de lin. Donc moi maintenant j'étends à toutes les huiles. Et après, dans d'autres pays, petit à petit, en fait, on commence à regarder les huiles. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres produits biosourcés qui sont étudiés. C'est plus des gommes ou des alginates. Donc les gommes, c'est des produits qui vont venir parfois de l'activation des microbes qui vont créer des gommes, par exemple. Et les alginates, ça vient des algues, comme leur nom le dit. Et donc ça, c'est des choses qui sont plus étudiées dans la littérature scientifique. Parce que c'est aussi des produits qui sont très bien connus, là où les huiles sont peut-être un peu moins connues. Et puis en fait, quand tout le monde part dans une direction, c'est toujours plus simple de suivre la direction que de partir à contre-courant. Merci beaucoup pour cette discussion super intéressante sur les huiles. Je pense qu'il en intéressera plus d'un pour les petites recettes que chacun fait chez soi ou que les maçons et maçonnes ont l'habitude de faire. Donc c'est cool de revenir en tout cas un petit peu à la théorie fondamentale sur tout ça et de voir où ça en est. J'espère peut-être un jour des murs stabilisés à l'huile d'olive, même si ça doit coûter un peu cher à l'huile d'olive. C'est peut-être pas le moins cher. Est-ce que ça sent bon d'ailleurs? Est-ce que ça sent bon? Moi j'aime bien. Ouais. Après je pense que chacun a son avis là-dessus. T'as pas envie de rentrer chez soi que ça sente l'huile d'olive tout le temps. Oui, c'est ça. Bon, l'odeur elle part assez vite quand même. En fait, l'odeur elle vient du fait que c'est en train de durcir, donc quand c'est dur c'est bon. Quand c'est dur, c'est ok. Sinon, dans les pièces où on a plein de peinture à l'huile, ça sentirait fort. On va parler maintenant de Paco, ou comment en rénovation remplacer le placo avec de la terre. C'est ça. Ça, c'est une idée un peu farfelue qui tu vas nous expliquer l'origine. C'est un produit qui est donc plutôt lui destiné à l'intérieur. C'est ça. Là, utilisé pour doubler un mur, créer des cloisons. En fait, c'est comme du placo-plâtre en terre. Oui, à l'intérieur, avec un petit peu de laine. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce projet? Donc, ce projet, il est né parce que au Pays Basque, donc ça c'était avant que j'arrive, le projet il est né bien avant que j'arrive. Au Pays Basque, il y a un mouton qui s'appelle le manèche, le manec, je ne sais jamais. Donc c'est un mouton à tête noire qui est en fait utilisé pour sa viande, parfois pour son lait aussi je crois, mais surtout pour sa viande. Et sa laine, c'est un déchet, on n'en fait rien. Et du coup, les agriculteurs se retrouvent avec globalement des mètres cubes, plusieurs mètres cubes de laine. Ils ne savent pas quoi en faire parce que ça reste un déchet, donc ils doivent le traiter comme un déchet. On ne peut pas juste le mettre à la poubelle, parce que là, c'est un déchet agricole. Et donc,
C'est là-dessus qu'est né le projet Paco. C'était sur cette problématique de, avant la laine c'était, je crois, envoyé en Chine, mais les gens qui la reprenaient ne voulaient plus la reprendre, et donc il fallait trouver un second débouché. Et c'est comme ça qu'est apparue l'idée de faire des panneaux, en fait, en terre et en laine, pour essayer de recycler la laine. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, cette problématique de laine qui est un déchet, on pourrait croire que c'est typiquement du Pays Basque parce qu'on n'entend jamais parler. Mais en fait, non, il y en a dans toute la France. Il y a des mètres cubes et des mètres cubes et des mètres cubes de laine en France. On ne sait pas quoi en faire. Donc en fait, Paco, c'est un produit basque. Un produit basque. Un produit basque avec des moutons basques et de la terre qui vient du Pays Basque aussi, j'imagine. La terre, pour l'instant, on a utilisé une terre de briqueterie parce qu'on voulait en fait des grandes quantités de terre et on voulait pouvoir s'approvisionner en terre pendant longtemps. Alors qu'un chantier d'excavation, en fait, le chantier, l'excavation, ça dure une semaine et après, on n'a plus de terre, quoi. Donc on est foutu. Donc en fait, Paco, c'est juste de la terre et de la laine. Donc pas d'adjuvant, pas d'huile cette fois, pas de stabilisation. Non, cette fois-là, pas d'adjuvant, rien. Et c'est l'avantage qu'en fait, la formule elle est simple. C'est juste de la terre et de la laine qu'on vient mettre dans une grosse presse et on vient appuyer dessus très fort. Et ça nous fait une plaque monolithique qu'il faut ensuite sécher. Donc ça, c'est la problématique. Il faut la sécher pendant quelques temps pour qu'elle soit suffisamment solide, comme tous les matériaux terre. Et une fois qu'on a notre plaque séchée, il n'y a plus qu'à la mettre en œuvre. Donc c'est juste une presse en fait. Là, il n'y a pas du tout de, contrairement au placo où on vient quand même chauffer le gypse, etc. Il n'y a pas de chauffe, on vient juste broyer, compresser. C'est ça. Là, il y a même juste besoin de broyer la laine. La grosse problématique, c'est sur le mélange. C'est là où en fait, faut y mettre plus d'énergie. Donc là, c'est l'énergie électrique. Mais après, l'énergie électrique, on en utilise aussi pour les autres technologies. Donc, au final, on va quand même en utiliser moins. Ça reste plus écologique. Après, là où c'est un peu plus dur, c'est que comme c'est des panneaux qui vont être plus petits, ça va mettre un peu plus de temps à la mise en œuvre. Mais à côté, ça va apporter un confort au bâtiment qu'on n'a pas avec le placo. Mais en fait, toute la complexité, elle est là-dessus, sur la préparation du mélange et la mise en œuvre pour faire des plaques et compresser la terre pour avoir une densité suffisante, mais pas faire des plaques trop grandes et trop lourdes pour pas se casser le dos lorsqu'on les met en œuvre. Oui, ce qui peut être un des problèmes, notamment du Fermacène, qui est quand même une alternative un peu écologique, on dit, au plâtre, mais qui est un peu lourd. Du coup aussi, pour continuer sur cette comparaison, l'ACV, enfin l'analyse du cycle de vie, entre guillemets, le bilan carbone de Paco par rapport à Placo, est-ce que vous l'avez calculé? Pas encore. Est-ce que vous avez des ordres d'idées On a commencé à faire quelques calculs. On voit très bien que quoi qu'on fasse, on est en dessous. Alors après, on va éviter de donner des chiffres parce que en fait, l'ACV, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Et utiliser une ACV pour donner juste un chiffre d'un impact carbone, ça ne veut pas dire grand-chose. L'ACV, c'est plutôt pour comparer des solutions. Et nous, on voit que lorsqu'on compare notre plaque Paco et une plaque Placo, donc une plaque en gypse, on va voir que si on a les mêmes distances de transport sur les deux, si nos maçons ils viennent du même endroit, si tout ce qui change c'est le matériau, en fait la plaque en terre elle sera toujours plus performante écologiquement. Parce que en fait c'est un simple calcul que tu ne peux pas faire plus écologique qu'un matériau qui est juste pris par terre, quoi. Et au-delà de l'analyse du cycle de vie, de toutes les caractéristiques thermiques, enfin thermiques ou de manière générale, les caractéristiques physiques de ces plaques de terre et de laine de mouton, vu qu'il y a de la laine de mouton, moi j'aurais tendance à me dire ça isole un petit peu par rapport au placo qui n'est que du gypse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un petit peu de déphasage aussi? Est-ce qu'on bénéficie de tous les enjeux de surface ou de la régulation hygrothermique de la terre ou pas vraiment? On va dire, là il y a plein de caractéristiques. On va dire, sur tout ce qui est mécanique, le placo, ça a 100 années de R&D, enfin même plus ça se trouve, peut-être un peu moins, mais donc le placo c'est hyper résistant, c'est hyper performant en termes de résistance mécanique, c'est pour ça qu'on peut en faire des grandes plaques. Les plaques Paco, on n'est pas à ce niveau-là. On est, je crois, 3 fois moins résistant. Par contre, il y a d'autres plaques en terre qui sont disponibles sur le marché, et on voit qu'on est aussi résistant qu'une autre plaque en terre qui est disponible sur le marché. Ensuite, sur tout ce qui est thermique, notre matériau, en fait, c'est pas du tout un isolant. Il est là juste pour le parement.
Et en fait, nous, on va chercher justement à avoir un matériau qui n'est pas isolant, un matériau qui est très lourd, parce que ça va nous permettre d'avoir une très bonne, la résistance la plus importante possible que l'on puisse avoir. Donc, malheureusement, si on mettait beaucoup de laine, on pourrait avoir ce côté isolant, mais la laine, on n'en met qu'1% en masse. Donc en fait, ça fait une toute petite quantité qui est là juste pour relier les grains entre eux, limiter un peu le retrait et faciliter la mise en œuvre, parce que en fait, la laine, c'est ce qui nous permet de visser la plaque sans qu'elle fissure totalement. Maintenant, ça a un gros avantage d'avoir des plaques en terre à l'intérieur, c'est que les caractéristiques hygrométriques vont être vachement avantageuses dans le bâtiment, parce que en fait, la terre, ça régule l'humidité à l'intérieur d'un bâtiment. Ça permet de faire qu'on s'y sent bien. En fait, on a tous vu quand on rentre dans un bâtiment en terre, généralement, on sent qu'il fait un peu plus frais. En fait, il ne fait pas plus froid. La température, globalement, elle n'est pas trop changée. Mais par contre, l'humidité est mieux gérée. Et en fait, la gestion de l'humidité, elle se fait principalement sur les 2-3 premiers centimètres. Et c'est pour ça qu'en fait, on fait des plaques qui font 2,5 cm, parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir la régulation hygrothermique tout en ayant en fait, un matériau qui se tient et qui ne soit pas trop lourd. Et justement, du coup, pour revenir donc, sur cette mise en œuvre, Paco, ça ressemble à quoi par rapport à une plaque de plâtre? Comment on la met en œuvre? Est-ce que c'est quelque chose, vous avez essayé de vous calquer au placo pour que les artisanes puissent s'en saisir rapidement? Comment ça se vise, du coup, tu l'as dit, mais c'est ça, sur quoi? Sur la ossature Comme tu dis, en fait, on a essayé de se caler sur les choses qui sont actuellement, parce que si on propose quelque chose qui est trop différent des pratiques actuelles, ça risque d'être très dur à mettre en place. Donc là, on va vers une transition douce en essayant de proposer une même méthode de fabrication. Donc on n'utilise pas des rails de placo, par contre, on utilise des montants en bois. En fait, on va visser les plaques de terre dessus. Donc en fait, on pose la plaque de terre, la première plaque au niveau du sol. Et après, en fait, comme c'est assez épais, ça fait quand même 2,5 cm, en fait, on peut juste poser la deuxième plaque dessus, la tenir à une main, visser les 4 côtés, ou même visser partout où on veut, et puis monter comme ça de plus en plus haut. Et donc en fait, ça se met très bien en œuvre. On a fait un premier chantier, et on a vu qu'on arrive à même visser très proche du bord, parce qu'en fait, la laine, même si on n'a que 1%, elle nous permet d'avoir cette résistance au développement de la fissure qu'on fait lorsqu'on visse. Et donc on peut visser juste à côté du bord, même jusqu'à 5 mm du bord, ça pose pas trop de problème, quoi. Et après, du coup, c'est quoi? C'est un produit qui est enduisable. Est-ce qu'on vient faire des joints ou pas? Est-ce que par rapport au gain électrique, au réseau, on vient faire des trous à la scie cloche dedans, c'est compliqué? Enfin, comment ça se passe? Après, une fois que c'est en œuvre, c'est assez facilement. Là maintenant, c'est assez facile. S'il y a des traces dessus, en fait, comme c'est de la terre, comme on l'a dit juste avant, c'est sensible à l'eau. Donc un coup d'éponge et les traces elles partent. Ça, c'est hyper pratique. Et après, en fait, la mise en œuvre, l'aspect que vous voulez, c'est vous qui décidez. Si vous voulez des joints de mortier entre les plaques, vous faites des joints de mortier entre les plaques. Ça ne pose pas de problème. De toute façon, les plaques sont vissées, donc ça ne va rien changer. C'est juste sur le côté esthétique. Si vous voulez mettre un enduit par-dessus, vous pouvez. L'intérêt des plaques Paco, nous, ce qu'on espère, c'est que ça n'a pas besoin d'être enduit. Mais si vous voulez enduire pour avoir une autre couleur ou quelque chose comme ça, ou alors avoir une épaisseur plus importante de terre pour avoir plus de déphasage, c'est possible. Et même au niveau des trous, en fait, comme c'est un matériau en terre, il se coupe très facilement. Donc mettre des prises, mettre des lumières, c'est assez facile. Ok. Et en termes de manutention, une plaque, c'est à peu près quelle dimension, quel poids Aujourd'hui, les plaques, elles font 60 cm de côté, 63 même. Donc c'est des carrés, avec 2,5 cm d'épaisseur. Et une plaque, ça fait 18 kg. Donc on peut se dire comme ça que c'est lourd, mais sauf que 18 kg, c'est le poids d'un parpaing, ou c'est même des fois plus léger qu'un parpaing. Parpaing, ça peut monter à 22-25 kg, les plus lourds. Il y a des parpaings de 18 kg qui sont assez légers, quoi. Et donc, globalement, en fait, on a essayé de se caler sur les produits de construction actuels, parce que faire des plaques de 35 kg, c'est peut-être un peu beaucoup. Ça rend la manutention plus compliquée. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que ça se fait, ça reste de la terre, et de toute façon, la terre, c'est lourd. Donc, des petites plaques, ça paraît aussi plutôt cohérent, en fait. C'est ça. Et puis, en fait, c'est ce qu'on veut généralement, c'est de la terre lourde pour avoir du déphasage. Oui. Donc, si on commence à faire des plaques légères, en fait, ça n'a plus aucun intérêt.
Est-ce que c'est adapté du coup, c'est un peu la même question que de toute façon tout ce qu'on peut se dire avec la terre de manière générale, mais en salle de bain, Paco, ça marche? En fait, c'est comme tous les produits de construction terre. Ouais. En salle de bain, donc c'est un milieu très exposé à l'eau, et même à l'eau donc sous forme de vapeur, parce que quand on prend notre bain et qu'il y a de la vapeur d'eau partout, ou qu'il y a de la buée partout, là, il va y avoir de la condensation. Mais c'est aussi des jaillissements d'eau liquide. Mhm. Et donc, en fait, il y a des gens qui font des salles de bain avec des briques de terre compressées. C'est juste qu'en fait, il faut bien faire attention au niveau du sol à limiter le rejaillissement d'eau avec des plaintes, des choses comme ça. Des fois, le premier, peut-être mettre de l'huile de lin, par exemple, Le premier mètre. le premier mètre, ou alors un lait chaud ou quelque chose pour faire attention à ce que ça n'abîme pas. Et sinon, la plaque, elle ira très bien. Oui, donc c'est protégé évidemment, mais en salle de bain ou dans les environnements humides où il y a des rejaillissements d'eau, même cuisine, etc. C'est ça. Où on a plutôt intérêt de mettre de la faïence ou d'autres choses, mais c'est possible en tout cas si c'est bien protégé, quoi. C'est ça. Et puis, dessus. en fait, comme je disais au début, c'est comme tous les matériaux. Si vous avez du bois dans une salle de bain, faut le protéger le bois. L'état d'avancement et du coup, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur Paco? Eh bien, aujourd'hui, en fait, donc comme je disais, on a un chantier témoin, un premier chantier témoin. Donc, on a fait quelques mètres carrés de murs avec ces plaques de terre. Ça nous a permis de voir en fait la faisabilité. Donc, on voit que c'est faisable. Les gens sont contents, donc ça pose pas trop de problèmes. Maintenant, aujourd'hui, maintenant qu'on a montré que c'était faisable, qu'on a une formule, il faut qu'on arrive à le mettre sur le marché. Et pour ça, il nous faut qu'il y ait un industriel qui prenne le dossier et qui dise, voilà, moi je suis prêt à les mettre sur le marché, j'y crois et je pense que ce sera acheté. Il y a des gens qui nous disent qu'ils aimeraient l'acheter, mais actuellement, moi, j'ai pas d'usine sous le coude, j'ai pas de ligne de production. Et donc, il va falloir qu'on trouve un industriel, et pour l'instant, on a un peu de mal à le trouver. Après, ça fait aussi pas longtemps qu'on cherche. Après, le prix du coup sur le marché, une fois qu'il sera public, c'est pas trop encore l'identifier? Non, c'est pas trop, parce qu'en fait, en termes de matières premières, là, on prend une terre de briqueterie, donc elle est assez chère. Imaginons, demain, on prend une terre qui n'est pas une terre de briqueterie énormément traitée. En termes de matières premières, il y a peut-être 2 €, quoi. Je comprends. Donc, et encore, peut-être que j'exagère. Donc vraiment, si on fait 6000 plaques par jour, parce qu'en fait, les usines, c'est ça. Une usine de BTC, de briques de terre compressées, ça veut sortir 8000, 10 000 blocs par jour. Donc en fait, après, les blocs, c'est petit, du coup, on peut en faire beaucoup. Imaginons, là, on en fait 4 fois moins, ça fait 2500 plaques par jour. C'est déjà pas mal. C'est énorme. Ça fait un nombre de mètres carrés qui est astronomique. Et par contre, du coup, Paco, à ce jour, s'il se commercialise, c'est dans la recette, dans la formulation que vous avez trouvée avec le 1% en masse de laine de mouton, ou c'est des choses qui sont amenées à évoluer? Est-ce que, même en fait, quand tu m'as parlé de ces 1%, moi, je me serais dit, mais pourquoi pas en mettre plus si le but c'était aussi de récupérer cette laine de mouton? Ouais, en fait, il y a différents objectifs. Si on met plus de laine, on aura moins de résistance. Donc ça pourra poser problème sur la résistance. On risque d'amener des défauts aussi dans la plaque qui vont réduire la résistance. Après, sur la terre, en fait, ce serait bien de changer de terre pour avoir de la terre locale. Donc c'est ce que font certaines usines de construction terre. Si on prend Brick Concept, par exemple, ils font venir de la terre d'excavation qui caractérise et ils vérifient qu'ils peuvent l'utiliser. Ce serait faire la même chose, faire un stock de peut-être 300 mètres cubes. Et là, le stock, le marché de la construction terre, il n'est pas encore immense. Donc 300 mètres cubes, il y a le temps. Donc après, on a juste envoyé, et on ajuste la quantité de laine en fonction de la résistance qu'on veut et du poids qu'on veut sur la plaque. On peut même changer de mouton si on veut. Ça peut être un projet délocalisé pour qu'il soit local en fonction des moutons qu'on a. C'est ça. Alors du coup, toi, pour ta réno, ce sera Paco ou Placo? En vrai, ce sera plutôt Paco. Parce que après avoir vécu pendant des années dans une maison RT 2012 où il n'y avait pas de confort d'été, j'aimerais bien vivre dans une maison où il fait frais l'été. On arrive du coup à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer, je sais pas, des initiatives qui t'auraient inspiré, des bouquins, des rencontres? Juste un message, un cri du cœur. Un cri du cœur. Construisez en terre, n'ayez pas peur, ça tient à l'eau. Au bout d'un moment, on a construit en terre comme ça pendant des milliers d'années. Merci Mathieu. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré, que t'as appris plein de choses.
Si t'as aimé l'épisode, tu vas adorer le reste. Côté, c'est aussi plein de vidéos sur Insta, YouTube, LinkedIn. Donc si tu veux t'en mettre plein les mirettes, on se donne rendez-vous sur les réseaux. Et s'il y a des sujets, des techniques, des matériaux que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à me le faire savoir sur le réseau social de ton choix. On se retrouve tantôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et bon chantier.